Alors, le souci de soi aujourd'hui, puisque nous nous sommes intéressés aux sociétés de contrôle, je propose une petite critique d'un documentaire Arte qui vient de sortir, qui s'appelle « Tous surveillés, 7 milliards de suspects ». C'est un très bon film au demeurant, je recommande le visionnage. Il illustre, il matérialise tout un tas de menaces, il les rend visibles, des choses qui sont abstraites quand on les explique aux personnes. Ça fait des années qu'on explique certains risques de la société de surveillance, de la société de contrôle, mais on n'arrive pas à les voir, et ce film matérialise et permet vraiment de comprendre. Il montre l'aliénation potentielle des technologies de surveillance, de reconnaissance faciale, etc. etc. Cela étant, j'ai quelques petits points à ajouter. Il passe par Nice, par Israël, donc je vais aller dans l'ordre: Nice, Israël, et surtout la Chine. Et on verra qu'en Chine, notamment, il y a une question de l'utilisation des témoins dans le film, dans le tournage. Il y a un des témoins qui a disparu, qui a été arrêté, et ça aurait pu être évité. On a l'impression que les conditions n'étaient pas réunies pour sécuriser, ou mettre en sûreté, je devrais dire, parce qu'on va différencier sécurité et sûreté, mais les conditions n'étaient pas mises en œuvre pour protéger finalement les témoins de ce documentaire, et ça pose vraiment une question éthique sur le plan journalistique. Et puis dans un dernier moment, on verra un petit peu ce que ça engage pour le futur. Notamment, le film se termine très bien sur San Francisco, qui a interdit totalement l'utilisation de reconnaissance faciale dans sa ville. Et ça n'est pas un hasard, puisque San Francisco est le berceau de toutes ces technologies. Et j'examinerai un peu ce que ça peut vouloir dire, une société totalement sous surveillance, avec des esprits totalement contrôlés, n'est pas une société inventive. Et donc je voudrais un petit peu questionner ça, et notamment ça permet de penser la Chine. Si on voit la Chine, ok, ils vont être tous sous contrôle, ils ont 600 millions de caméras qui les surveillent et qui reconnaissent leur visage en permanence, mais qu'est-ce que ça va donner comme société à l'échelle de 50, 100 ans? Probablement, à mon avis, je suppute, pas grand-chose sur le plan inventivité, parce que quelqu'un qui n'a pas la liberté de penser ne peut pas résoudre un problème de façon nouvelle et inattendue. On commence donc avec Nice, qui est un très bon point d'entrée en effet, et vraiment, encore une fois, il faut voir le film qui est très bien fait, mais on voit donc Christian Estrosi, le maire de Nice, qui a mis des caméras partout, et à la fois Nice a été le théâtre de la plus monstrueuse des attaques, avec ce bus et Mohamed machin bidule, le Tunisien, qui a roulé sur 80 personnes et des enfants, et c'est absolument abominable. Et donc on a cette ville qui était déjà obsédée par la vidéosurveillance avant l'attentat. La vidéosurveillance n'a rien changé, et non seulement elle n'a rien changé, mais en plus le terroriste, ce Mohamed machin là, se photographiait lui-même, prenait des selfies, donc il a documenté, c'est-à-dire qu'il y avait non seulement des caméras qu'il filmait et qui nous ont permis seulement a posteriori de constater l'horreur des choses avec un certain probable voyeurisme de la part du personnel qui devait regarder ça, c'est absolument affreux, mais en plus on avait le terroriste qui a lui-même, qui se prenait en photo, qui a pris des selfies, y compris un selfie avec Estrosi quelques années auparavant, 1 ou 2 ans avant l'attaque, ou quelque chose comme ça, l'été d'avant, un selfie avec Estrosi, et puis ensuite un selfie avant de monter dans le camion et d'aller écraser 80 personnes. Et donc on a ce rapport à l'image, on a l'idée qu'on va surveiller, donc ça va être la sécurité, et en réalité il y a la catastrophe, il n'y a aucune sûreté. Et je pense que c'est là que c'est intéressant de distinguer entre deux choses, sécurité et sûreté. On trouve une distinction dans un dictionnaire excellent de Ferraud du XVIIIe siècle, où il dit sécurité et sûreté ne sont pas la même chose. Le premier, donc sécurité, exprime un sentiment, et l'autre un état d'assurance. On a souvent de la sécurité sans être en sûreté. Et je crois que là, quand on fait la distinction entre sécurité et sûreté, on a beaucoup de choses qui s'expliquent. Notamment le fait que le politique nous bassine et nous balance beaucoup d'opérations de communication liées à la police, où on va mettre des caméras, on va faire des relevés, on va avoir vos empreintes génétiques, on va prendre tout votre visage et pouvoir le reconnaître, etc., etc. Mais tout ça, c'est de la communication liée à la sécurité, et la sécurité, c'est un sentiment, mais ça ne correspond pas à une réalité. C'est-à-dire qu'on peut être en sécurité, mais il y a un danger sur nous, et être en sûreté, ça veut dire qu'on a l'assurance qu'il n'y a pas le danger.
Un bon exemple pour moi, c'est toutes ces caméras de surveillance qui envahissent l'espace public, non seulement à Nice, mais aussi par exemple à Paris. Et dernièrement, je descendais les escaliers à Paris d'un appartement et je vois une porte défoncée avec 2 personnes qui s'étaient faites cambrioler. Et ils attendaient la police depuis 2 ou 3 heures et ils n'ont pas eu la police qui est venue pendant encore une bonne paire d'heures. Donc ils ont eu 6 heures à patienter devant leur porte défoncée sans vraiment pouvoir entrer dans leur appartement, constater, dans le stress total, parce que la police ne vient pas. Et ça, c'est le cas apparemment. Après, on m'a rapporté que tout un tas de cambriolages comme ça sur Paris, on appelle ensuite la police. Ils mettent des heures et des heures et des heures à venir, juste constater les faits. Et ensuite, pour porter plainte, il faut aller prendre rendez-vous dans le commissariat et c'est très très compliqué de déposer une plainte. Donc on voit comment la sécurité ne correspond pas à la réalité. Il y a des caméras partout, mais on n'est pas en sûreté. Il y a des gens qui viennent cambrioler. La police ne vient pas dans ce genre de cas. Et puis plus tard, quand on veut porter plainte, tout est fait pour mettre les bâtons dans les roues. C'est impossible de rentrer dans le commissariat. Faut prendre un rendez-vous. Le rendez-vous est annulé, etc., etc. Et du coup, ça fait baisser les statistiques. Du coup, les gens se sentent plus en sécurité. Mais en réalité, la sûreté a baissé. Donc, cette distinction, je crois, sûreté-sécurité rend toutes les choses claires. Et à Nice, en effet, on a un maire communicant qui fait de la sécurité. Il développe du sentiment de sécurité. Mais bien sûr, ça n'a rien à voir avec la sûreté. Et les caméras de surveillance, l'espionnage des citoyens n'ont pas empêché cette catastrophe. Ensuite, le film part en Israël, où on a la plongée dans une start-up absolument orwellienne qui fait de la reconnaissance faciale. Il faut savoir qu'en Israël, c'est vraiment un pôle d'excellence en informatique et en sécurité, et en intelligence artificielle également. Et toutes ces technologies, ils les vendent à tout un tas de pays plus ou moins démocratiques, et moins le pays est démocratique, plus il va être consommateur de ce genre de technologie pour espionner les citoyens. Et donc là, on a une interview d'un mec qui respire l'horreur des technologies qu'il vend, quoi. Nous travaillons actuellement dans 43 pays. Ok, ça donne un petit aperçu. Nos produits sont aujourd'hui présents dans 43 pays. Et même dans le pays d'où vous venez. La France, c'est bien ça. Je pense que tout le monde sait que nous sécurisons aujourd'hui Nice, par exemple, là où l'attaque terroriste a eu lieu. Nous partageons votre douleur. C'est horrible ce qui s'est passé là-bas, d'accord? Et je suis de tout cœur avec vous. Il y a une fausseté sur son visage. Qu'est-ce que vous préférez? Être plus en sécurité quand vous sortez dans la rue le matin? Ou éviter d'être scanné par un système d'intelligence artificielle? Moi, je veux être plus en sécurité. Il vend de la sécurité, il vend du sentiment de sécurité avec cette technologie de merde qui reconnaît les gens, et en réalité, c'est utilisé essentiellement pour plutôt bloquer des opposants, bloquer des gilets jaunes, comme le suggère l'inventeur du Social Credit System en Chine. On va le voir. Et donc après Israël, on arrive en Chine et on voit là la mise en place d'un régime totalitaire qui a l'appui de toute une structure technologique qui lui permet de contrôler totalement, d'englober ses citoyens dans une toile de surveillance. Il y a 600 millions de caméras, encore une fois, pour 1 milliard et quelques de Chinois. Donc il y a une caméra pour 2 Chinois, et chaque caméra, enfin pas chaque, mais ils ont des systèmes de reconnaissance faciale qui leur permettent de d'éplucher toutes les images pour retrouver où sont les personnes. On ne sait pas exactement à quel point ces technologies sont efficaces ou pas, et à quel point on peut les déjouer, mais c'est ça sur le papier. Et en parallèle, un grand système orwellien de social rating, ce qui signifie que chaque Chinois a une note de confiance qu'on peut lui accorder, et cette note dépend essentiellement de toutes les données qui sont générées par le smartphone en termes de transactions. Il faut savoir que sur un smartphone chinois, le chinois, donc le citoyen, va utiliser un espèce de Facebook local qui s'appelle WeChat, mais c'est beaucoup plus que Facebook, ça englobe absolument tout. WeChat permet de payer, WeChat permet donc de se géolocaliser, d'avoir des amis, d'envoyer des messages, et en fonction de toute votre activité sur votre téléphone,
et de tout ce qu'on pourra enregistrer comme vos passages avec des caméras où on reconnaîtra vos va-et-vient, etc. et on recoupera avec le téléphone. En fonction de tout ça, on vous donne une note et par exemple, la note peut baisser si vous êtes ami avec quelqu'un qui doit de l'argent ou quelqu'un qui a été en état d'ivresse ou quelqu'un qui a traversé au petit piéton rouge, vous êtes ami avec lui, ça peut vous faire baisser vos points à vous. Il y a tout un algorithme secret derrière qui du coup donne une note sans qu'on sache exactement d'où ça sorte. Il y a quelques indications sur, par exemple, vous payez pas une dette, vous volez, vous allez en camp de rééducation, alors votre note va baisser. Mais il y a aussi tout un tas de choses où votre note peut varier en fonction de vos interactions sociales et de vos habitudes, sachant que tout passant par WeChat, par exemple, vous allez vous acheter une bière et des capotes à 3h du matin, le gouvernement a l'information de ce que vous avez fait et peut utiliser ce type d'agissement, de savoir que vous vous déplacez la nuit, que vous dormez pas, ou que vous avez des problèmes avec votre employeur, que vous avez été en retard. Tout ça peut être intégré et ça vous donne une note qui ensuite vous permet ou non de prendre l'avion, vous permet ou non de bénéficier d'aide de la part du gouvernement, vous permet ou non d'avoir une place en crèche pour votre enfant. Vraiment, donc du coup, chaque citoyen a intérêt à se policer. 为所有社会成员建立政务信用档案，依据信用分数高低划分为 AAA 到 D 6个等级。我是 AA 信用等级，有什么激励措施？你可以参与评先进、评职称、发展党员，享受政策扶持优先，免抵押信用贷款。我酒后驾驶等级降为 B 级。很遗憾，你不能入党，不能当村居书记，不能参选2代表1委员。 我受到行政拘留，信用等级降为 C 级。Sorry， 一处失信，处处受限，你不能享受政府贴息贷款。我是法院老赖，等级降成 C 级。你将受到联合惩戒，被列入了失信黑名单，不能当兵，不能坐飞机，不能参加政府采购工程招投标，不能获得政策支持。 Et donc dans le documentaire, le réalisateur part enquêter dans le Xinjiang, une région en Chine où il y a les Ouïghours et où peut-être 1 million de Ouïghours seraient internés dans des camps qu'on peut nommer des camps de concentration, qui s'appellent des camps de rééducation, mais en réalité ça a tout du camp de concentration, de ce qu'on en sait, et des témoignages qui en reviennent. Et le problème que j'ai là, c'est que le réalisateur du documentaire interviewe des Ouïghours et il interviewe notamment un chauffeur de taxi qui lui donne rendez-vous le lendemain pour l'emmener voir un camp. Et le lendemain, il est recontacté et on lui dit non, le chauffeur de taxi n'est plus là, excuse-moi, il a disparu, etc. Et ce qu'on voit sur l'image, c'est que le réalisateur du documentaire utilise WeChat pour communiquer avec son indicateur, son informateur, du moins la personne ouïghour qui accepte de témoigner sur la condition des Ouïghours en Chine et qui accepte de l'emmener voir un camp d'internement et qui lui explique où c'est situé, etc. Et donc, à moins que ce soit une mise en scène et que tout ça soit pipeau, ça signifie que le journaliste a mis en danger un témoin en communiquant sur WeChat. Je veux dire, WeChat est une plateforme gouvernementale qui est entièrement espionnée et monitorée, surveillée par le gouvernement. C'est-à-dire que tout est transparent, rien n'est chiffré. J'envoie un message sur WeChat, le gouvernement peut lire exactement de quoi il s'agit. Il y a même des centaines de mots qui sont censurés. Et si j'utilise par exemple au début de l'épidémie de Covid-19 à Wuhan, il y avait un médecin qui avait alerté sur la dangerosité de cette maladie. Eh bien, sur WeChat, dès qu'on tapait le nom, dès qu'on envoyait un message avec le nom de ce médecin, le message disparaissait et n'arrivait jamais au destinataire. Donc c'est pour dire le degré de contrôle que l'État, l'emprise que l'État a sur cette application WeChat qui permet de payer, de s'envoyer des messages, etc., d'avoir des amis sur des réseaux sociaux. Et le journaliste utilise ça pour discuter avec quelqu'un qui est en train de lui balancer des infos. Et donc le quelqu'un disparaît, mais c'est évident. Et le journaliste dit oui, j'ai juste discuté dans le taxi avec lui, et il s'explique dans le Nouvel Obs, dans Télérama. Dans Télérama, le journaliste s'explique, on lui pose la question, est-il possible de recueillir des témoignages dans ces conditions? Dans le film, votre chauffeur disparaît mystérieusement.
Le réalisateur du documentaire répond « Nous pensions être en sécurité à l'intérieur de la voiture. Après sa disparition, on nous a dit qu'il avait été interrogé par la police, mais qu'il allait bien. Pourtant, quelques semaines plus tard, tous nos interlocuteurs nous ont rayé de leur liste de contacts sur les réseaux sociaux chinois. Il a fallu s'assurer que les gens qu'on rencontrait avaient bien conscience du risque. On s'est par exemple interdit les rencontres dans les cafés et d'autres lieux publics infestés de caméras. On a également minimisé les risques en restant une semaine sur place pour ne pas trop attirer l'attention. » Donc le gars dit, en gros, il a fallu s'assurer que les gens prenaient conscience du risque. Mais il ne suffit pas de ça en tant que journaliste. Si tu sais que la personne va finir pour peut-être en camp de rééducation pendant 5 ans, 10 ans, en tôle, ou même disparaître et finir égorgé au fond d'un trou, tu ne communiques pas sur WeChat. Et sur l'image du documentaire, on voit clairement que le mec communique avec WeChat. L'image est floutée, mais on reconnaît l'interface de WeChat. Donc il y a vraiment une question là, sachant qu'il aurait pu y avoir un dispositif de la part du journaliste. Par exemple, je trouve un chauffeur de taxi qui veut bien me parler, me raconter, et c'est normal parce qu'en tant qu'Ouïghour, il est persécuté, donc on va trouver des gens qui veulent bien parler dans cette région. Dans ces cas-là, il aurait pu avoir un petit smartphone qui se serait acheté 50 € avec une carte et donner ça avec une application chiffrée et remettre un téléphone pour communiquer avec son informateur. Ce qu'il ne fait pas, il a dû échanger la véritable identité et se faire ami sur WeChat, le réseau social du gouvernement qui bien sûr surveille tous ses citoyens là-dessus. Donc il y a une espèce de déconnexion dans ce réalisateur, une déconnexion entre la réalité, ce qu'il est en train d'énoncer et ce qu'il est en train de faire et qui met en danger du coup un gars qui disparaît littéralement après le documentaire. Mais le lendemain matin, nous sommes contactés sur les réseaux sociaux chinois par une personne que nous ne connaissons pas. Donc j'ai reçu un message hyper bizarre ce matin, à 8h30. Elle nous informe que notre chauffeur ne viendra pas. En gros, elle me dit bonjour, est-ce que vous allez bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Parce que j'ai pas répondu plus que je me réveille. C'est une responsabilité de dingue et qui n'est pas, le gars aurait pu anticiper puisqu'il dit j'ai fait avant un documentaire sur les services secrets turcs et donc quand il tournait ces images, il avait des manières de faire des sauvegardes et de planquer ses cartes et qu'on ne confisque pas les images. Donc il pensait à tout ça, mais il a pensé à ces images, mais il ne semble pas avoir pensé à la sûreté de ces informateurs. Et ça, c'est vraiment questionnable. La conclusion du documentaire est très intéressante. Ça se termine sur une espèce de note qui se veut positive, mais qui nous en dit extrêmement long. C'est l'idée que à San Francisco, la municipalité a interdit l'usage de la reconnaissance faciale dans toutes les caméras de surveillance de la ville. Et donc on a là le cas d'école qui est que, j'en parlais dans d'autres vidéos, la culture technique est très importante et l'aliénation vient toujours d'une méconnaissance des dispositifs techniques et de leur fonctionnement. Et à San Francisco, qui est le berceau de toutes ces technologies, ils ne sont pas idiots, ils interdisent la reconnaissance faciale pour la vidéosurveillance. Et ça doit nous faire penser, nous rappeler aussi que des gens comme Steve Jobs ou Bill Gates interdisaient les écrans à leurs enfants. L'enfant de Steve Jobs n'avait pas le droit d'avoir d'iPad. Et quand on regarde et quand on discute de façon large à tous ces technophiles de la Silicon Valley, les enfants, souvent, c'est sans écran. Pas d'écran pour les enfants parce qu'ils savent à quel point c'est mauvais pour le développement cérébral et compagnie, quoi. Parce qu'ils ont conçu ces outils. Idem quand on discute avec un développeur, quelqu'un qui fait de la programmation informatique et qui développe des applications utilisées sur les smartphones. Moi j'en connais beaucoup. Tous ces gens n'ont jamais Facebook, n'ont jamais tout un tas d'applications sur leur smartphone parce qu'ils savent toute l'information auxquelles ensuite ont accès ces systèmes de surveillance, de réseaux sociaux à caractère douteux, devrais-je dire. Donc le développeur n'a jamais Facebook. Bill Gates ne donne pas d'écran à ses enfants et San Francisco coupe la reconnaissance faciale et dit non, nous ne faisons pas ça. Donc ça doit nous faire réfléchir un petit peu sur la force qu'il y a à connaître l'aliénation potentielle d'une technique et à l'urgence de développer cette culture ailleurs que dans la Silicon Valley. Et un des points, je crois, pour lesquels la Silicon Valley le fait ça, enfin du moins San Francisco, mais je dis la Silicon Valley de façon plus large, c'est un mode de pensée que bon, la vidéosurveillance c'est mal et on le fait pas là-bas,
c'est que une société qui est totalement sous contrôle, et je renvoie aussi à ma vidéo sur William Burroughs et les limites du contrôle, c'est que quand on contrôle totalement un individu, il n'y a plus rien, ça devient quelque chose de mécanique, de pas très intéressant. Et à San Francisco, ce qu'ils veulent, à mon avis, préserver beaucoup, c'est la capacité à être inventif. Et si les gens se sentent surveillés en permanence et qu'on les police avec un social credit, avec des notes qui leur donnent un crédit social, etc., il y a une telle police intérieure que ils ne peuvent plus penser librement. Et je crois que le régime chinois essaie de faire énormément de propagande pour faire croire que il y a beaucoup d'innovation en Chine et qu'ils inventent plein de choses. Mais là, encore une fois, comme j'ai distingué sécurité et sûreté, je crois qu'il faudrait distinguer, j'y reviendrai peut-être plus longuement dans une autre vidéo, innovation et invention. L'innovation, c'est, il y a déjà le smartphone, et dessus, il y a des applications, donc on fait des applications pour tout. On fait des applications pour faire le sport, pour surveiller ceci, pour envoyer des messages à cela, pour avoir un compte, pour faire de la comptabilité. On fait des applications à chaque fois. C'est de l'innovation. On fait une nouvelle application qui n'existe pas. Mais l'objet lui-même qui a été inventé, le smartphone, un petit ordinateur qui tient dans la poche, ça c'est une invention parce qu'il y a eu l'émergence d'une structure qui n'existait pas avant. L'innovation vient s'intégrer dans quelque chose d'existant et c'est du neuf habillé dans du vieux, dans une structure déjà existante. Et peut-être que les Chinois sont très bons pour faire de l'innovation, c'est-à-dire développer des nouvelles applications, faire du neuf dans du vieux, mais jusqu'à maintenant, ils nous ont pas étonnés avec des inventions. Et c'est à mon avis ce qu'essaye de préserver aussi cette culture de l'Ouest américain à San Francisco, c'est une espèce de liberté qui est le corollaire de la capacité à inventer et de la possibilité d'invention, parce que l'invention d'ailleurs c'est une liberté. Quand on invente un smartphone par exemple, on sait où ça commence mais on ne sait pas où ça finit. C'est une espèce de manifestation de la liberté dans notre monde et je pense que ça joue beaucoup. Ce n'est pas juste une question de dire oui, nous on a participé à créer ces techniques et maintenant on voudrait que servir de modèle pour le reste du monde. C'est aussi de façon beaucoup plus égoïste, je dirais. Ils protègent leur capacité à inventer, c'est-à-dire leur liberté. Sans liberté, pas de capacité d'invention. Et la France devrait vraiment se poser des questions et on voit que Nice n'est pas un lieu qui fait rêver, effectivement. La vidéosurveillance partout, etc. Je sais pas si vous êtes déjà allé vous balader à Nice, mais ça n'a jamais fait rêver personne. J'ai jamais vu quelqu'un qui m'a dit Nice, c'est fantastique, je vais aller m'établir là-bas, un jeune ou je sais pas quoi, ça ne fait pas rêver. Les gens parlent de Berlin, ils parlent de San Francisco, de Berlin, ils parlent pas de Nice et ils parlent pas de la Chine non plus. Il y a beaucoup de propagande du régime chinois vis-à-vis de ça, mais les gens s'expatrient là-bas, ils en reviennent très vite. C'est vraiment très 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 ennuyeux. Donc voilà, je crois qu'on doit prendre avec beaucoup de prudence le scénario selon lequel la Chine serait notre futur, parce que si c'est vraiment notre futur, ça veut dire qu'on s'affaissera sous une surveillance, on va se polisser l'esprit à un point où on sera plus inventif, et les gens qui deviennent comme ça disparaissent naturellement, quoi, à mon avis. Un point qui illustre tout ça, c'est bien sûr, donc le documentaire a été réalisé avant l'épidémie du virus Covid-19, mais on voit que la Chine a des moyens technologiques qui la dépassent totalement, c'est-à-dire qu'ils se sont énormément développés, mais ils agissent de façon totalement problématique vis-à-vis des risques qu'ils manipulent. Et on peut pas dire que ce soit un hasard si la grippe aviaire a émergé là-bas, si SARS a émergé là-bas, et si aujourd'hui Covid-19 émerge aussi de Chine. Quand on lit la liste des trucs qui sortent de Chine en termes de virus et de maladies, ça n'est pas un hasard. En 2019, 25% des porcs en Chine sont morts. Ils ont perdu un quart de leurs porcs qui sont morts de grippe porcine. Et c'est pareil, une épidémie qu'ils ont mal gérée, ou ils ont caché, parce que vu que l'État centralise de façon très méchante, ceux qui sont en dessous n'osent pas dire qu'ils ont fauté, parce qu'ils vont se dire notre petite note de crédibilité va baisser, donc ils ne disent rien, donc les épidémies explosent comme ça, et en 2019, vraiment, c'est plusieurs centaines de millions de cochons qui sont morts de la grippe porcine en Chine. Tout ça parce qu'ils ont baladé dans des élevages dégueulasses, à gauche et à droite, des bêtes sans regarder et sans ensuite faire du reporting rapide de ce qui était en train de se passer. Donc
la Chine, après le Covid-19, a essayé essaye de montrer qu'ils savent gérer, qu'ils sont mieux que nous, et que leur modèle totalitaire, on devrait suivre leur modèle totalitaire, et c'est eux le modèle, mais en réalité, ce sont des bras cassés qui, très probablement, il faut jamais sous-estimer un ennemi, hein, mais le régime chinois est en train de fabriquer une usine de gens totalement sous contrôle et qui auront peu de chances d'inventer le futur, et on doit vraiment profiter de cette crise, je crois, pour se rendre compte de ça et s'interroger sur ce que nous, on a à proposer et à répondre. Et si nous, notre réponse, c'est oui, on va prendre les caméras de Chinois et Estrosi et on va s'auto-surveiller comme des Chinois à Nice, c'est qu'il y a un bug quelque part, parce que c'est absolument pas ce qu'il faut faire si on attache une quelconque importance à la liberté. Et la liberté, encore une fois, permet d'inventer, et c'est parce qu'il y a des inventions qu'il y a de l'innovation, mais c'est pas parce qu'il y a de l'innovation qu'il y a de l'invention. Voilà. Je trouve que la France devrait vite adopter notre système de crédit social pour régler ces mouvements sociaux. Si vous aviez eu le système de crédit social, il n'y aurait jamais eu les gilets jaunes.